J'ai fait une course. J'ai fait une course. J'ai fait une course. J'ai bien débuté et ça m'a fait muter. J'ai fait une course. J'ai fait une course. J'ai bien débuté et ça m'a fait muter. J'ai fait une course. J'ai fait une course. J'ai bien débuté et ça m'a fait muter. J'ai fait une course. Le mute 115, le gros débrief. Alors commençons par les choses qui fâchent. Combien il va vous falloir débourser si vous êtes un Français de métropole pour pouvoir participer au mute? Le dossard. Alors d'abord le dossard, avant toute chose, il faut être en mesure de pouvoir mettre la main dessus. Il faut être extrêmement réactif. Je ne sais plus à quelle heure ouvrait le serveur, mais dans les 3-4 heures après, tous les dossards du 115 avaient été vendus. Donc, bonne connexion Internet, être dispo à ce moment-là, déjà, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, c'est un peu comme les packages là, de la Réunion. Va falloir que je soudoie quelqu'un pour qu'il me prenne le package pendant que je travaille. Je sais pas, si y a un volontaire, tu te fais connaître dans les commentaires, merci. Si tu as la chance de choper un dossard, va falloir le payer. Il coûtait cette année 150, j'ai pris les frais d'annulation parce que je la sentais pas du tout cette course en fait. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Je la sentais pas du tout. Et j'ai pris les frais d'annulation, il y a je sais plus quoi, quelques euros de frais de dossier. Tu vas t'en tirer pour 180, peut-être l'année prochaine ça augmentera de 10 euros. Bon tu vois, tu es entre 180 et 200 pour le dossard. Après il te faudra, sauf si tu es un excellent nageur, prendre un billet d'avion. Là aussi, il va falloir être si tu veux avoir un billet d'avion à bon prix. Pour ma part, j'ai eu un vol Marseille-Provence, Lisbonne, Funchal et les mêmes étapes pour revenir. Ça m'est revenu 374 et je sais plus combien de centimes. C'est un bon prix en fait maintenant. Oui, maintenant c'est un bon prix. Reste l'hébergement. Oui, je vais pas parler nourriture. Oui, je vais pas parler nourriture parce que la nourriture, ça varie un peu de tout un chacun. Il y en a qui mangent beaucoup, d'autres pas trop, etc. Perso, moi j'ai lâché 2759,43 centimes. Bon, bref, ça peut vous paraître beaucoup, mais le pain à l'ail, quand même, ben voilà, quand t'es accro, t'es accro. Hein. L'hébergement, j'ai pris une nuit, moi. J'ai pris une nuit, faut pas faire ça, faut pas le faire, hein, faut pas le faire. J'ai pris une nuit, la nuit du samedi dimanche, c'est-à-dire le moment où je pensais terminer la course, pour dormir un peu avant de prendre l'avion, pour dormir un peu, je dirais, dans quelque chose de confortable avant de prendre l'avion. Et j'en ai eu, je crois, pour 93 euros la nuit. Bon, tu prends ta calculatrice, tu additionnes. Cela dit, il te faudra prendre, si tu es quelqu'un de raisonnable, ce que je te souhaite, quand même 3-4 nuits. Le top, c'est de faire comme Christophe, arriver 2-3 jours avant la course. Tu as le temps de te faire l'ambiance du coin, de visiter un peu. Et puis, surtout, tu bénéficies de l'hébergement la journée du départ, puisque le départ est à minuit. En fait, minuit, il y a une heure de décalage avec la France. En réalité, c'est 1h du matin pour nous Français. Bon, il y a un sacré décalage. Donc, le départ de la course minuit, ça te permet de profiter de ta chambre d'hôtel ou de Airbnb l'après-midi du vendredi pour faire une sieste, pour te reposer, avant de prendre le bus. Qui va t'amener de Machico jusqu'à Porto Moniz, l'autre côté de l'île, qui est le départ de la course. Donc la fourchette basse, hors nourriture, je dirais que ça doit être 1000 euros. Un mot sur l'avion. Donc dès que j'ai eu le dossard, j'ai réservé l'avion et j'ai pris à minima, c'est-à-dire que j'ai pris un vol le vendredi à 5h30 du mat pour arriver à 11h35 à Madère, départ de la course, minuit, heure locale, soit 1h du matin France. Donc je sais pas si tu vois la journée, c'est n'importe quoi, ne le fais pas. C'est le meilleur truc pour te fracasser en fait. Sauf si tu veux te fracasser, fais-le. Si tu veux te fracasser, fais-le. Donc l'avion, il y a quand même un truc à savoir. Et c'est Christophe qui m'a alerté, mais j'avais déjà pris les billets. Il me dit, fais gaffe, l'aéroport de Madère,
C'est un aéroport qui est réputé difficile, la piste est courte, et oui, elle est très courte, vous irez voir la vidéo, la manière dont ils ont construit l'aéroport. Et en plus, elle est soumise à des vents turbulents qui parfois retardent l'arrivée de l'avion, voire annulent le vol. Donc, c'était pas du tout prudent de prendre le vol pour le jour même. Cela dit, pour la petite histoire, le mardi avant le grand départ, j'apprends qu'il y a une grève des contrôleurs aériens en France pour le jeudi. En me disant, oh là là, elle risque d'être reconductible. J'ai failli changer mes billets d'avion pour partir un jour avant, c'est-à-dire le jeudi, et morale de l'histoire, j'ai bien fait de ne pas dévier de ma ligne de conduite qui était le grand n'importe quoi. Parce que parfois, le grand n'importe quoi, ça nous permet de faire de grandes choses. C'est en faisant n'importe quoi que l'on devient n'importe qui. Je ne sais plus de quel comique est cette formule, mais elle est excellente. En résumé, l'avion, tu le prends 2-3 jours avant, comme ça tu es tranquille, grève des contrôleurs aériens, piste trop courte, vent violent, tu es tranquille. Puisqu'on en est sur la question des transports, je l'ai signalé précédemment, il y a une navette qui est mise à disposition des coureurs. Il faut le signaler lorsque tu prends ton dossard, tu dis je prends la navette. Cette navette, elle va te permettre de relier Machiko, qui est la ligne d'arrivée, là où tu vas d'ailleurs prendre ton hébergement. Ton hébergement, tu le prends à Machiko, hein, c'est le plus simple. Donc, tu prends ton hébergement à Machiko, et là, il y a une navette à 21h qui va t'amener de Machiko jusqu'à Porto Muniz. La durée du trajet est de 1h30. Ça m'a permis de faire une sieste dans le bus. Voilà, ça m'a permis de faire une sieste dans le bus, et cette sieste, je lui dois sans doute une partie du bon déroulement de ma course. N'oublie pas tes boules caisses, n'oublie pas ton masque, et je sais pas moi, une liste de courses, un truc soporifique à te réciter dans la tête pour t'endormir le plus rapidement possible. Le parcours consiste à traverser l'île d'ouest en est par des forêts luxuriantes, subtropicales, par les restes d'un massif volcanique parfois vertigineux et spectaculaire, et aussi en suivant les fameuses lévadas, les lévadas qui est les canaux qui constituent le système hydrologique de l'île de Madère. Alors, le parcours. Eh bien, le parcours, c'est ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu pars de Porto Muniz et tant bien que mal, plutôt bien pour certains, plutôt mal pour d'autres, tu traverses toute l'île et tu arrives à Machiko. Je décomposerai moi le parcours en 3 étapes. Alors la première étape, c'est l'étape de nuit pour moi. Elle va de Porto Muniz jusqu'à Estanquinhos. RAS, rien à signaler. Moi, j'ai pas vu de trucs particulièrement techniques ou difficiles à passer. Alors c'est vrai qu'il y a des marches, il y a une descente avec des marches après Fanal. Je vais vous dire clairement ce que je pense des marches. Hein. C'est un atout. C'est un atout, les marches. C'est un cadeau. Quand je vois des gens dire « Ah, c'est dur, il y a des marches ». Mais non, imagine la même chose sans les marches. S'ils ont mis des marches, c'est pourquoi, à ton avis? C'est pour faciliter l'activité de la randonnée dans l'île. Parce que Madère, tu vas pas à Madère pour faire du surf, tu vas pas à Madère pour te faire dorer la pilule sur des plages, tu vas à Madère pour pratiquer la randonnée. Et donc, ils ont énormément aménagé les sentiers. Et l'un des aménagements que l'on rencontre le plus fréquemment, ce sont les marches. Alors, des marches de tout type, tu iras voir ma vidéo si tu ne l'as pas vue, tu verras, c'est magnifique. Il y a une variété de marches qui est remarquable. Et la marche, c'est un atout. Pourquoi? Parce qu'imagine une montée dans les parties subtropicales de l'île. Et oui, parce qu'à Madère, il y a des forêts humides de type subtropical. Donc, t'imagines une montée sans les marches, boueuse, le chemin va se détériorer très vite, tu vas patiner dans la montée, la marche t'aide. Et à la descente, bon, j'ai pas trop pu profiter des descentes, parce que je vais gérer une douleur au genou, que j'ai plus ou moins d'ailleurs encore, je ne sais pas quand elle va disparaître, mais j'ai pas osé descendre 2 marches par 2 marches. Mais si tu fais 2 marches par 2 marches, tes descentes, elles vont passer assez vite aussi. Bref, arrêtez de dire les marches, oh là là, c'est difficile. Non, c'est pas difficile, c'est un atout. Voilà. Si t'es pas content, tu vas démonter toutes les marches à Madère, tu refais le truc et après on en reparle.
Et puis, cette première partie, pour ce qui est des paysages, je t'en dirai rien puisque c'était de nuit. Alors, la deuxième partie, elle va d'Estanquinhos à Cao da Lagoa. C'est la partie la plus belle, la plus spectaculaire, la plus vertigineuse. Franchement, rien que ça vaut le détour. Je connaissais un segment, le segment qui va de Pico Ribo à Pico Arreiro. Je fais ce que je peux sur la prononciation. Quelle idée de mettre deux E qui se suivent comme ça. C'est assez bizarre. C'est vraiment un chemin incroyable, aménagé, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, taillé en partie dans le tuf, qui passe sur des lames volcaniques. Là, c'est incroyable. Rien que ça vaut le détour. Tout va bien dans cette partie aussi, j'ai envie de dire. Moi, j'ai pas vu d'éléments problématiques. Franchement, c'est pas technique. C'est pas spécialement technique, Madère. Si tu compares avec des courses de montagne, genre l'échappée belle, ou genre, je l'ai pas faite, mais je viens d'en parler avec Christophe, la Pica Pica dans les Pyrénées, ou le trail des Calanques, dans les Calanques, comme son nom l'indique. Franchement, c'est pas spécialement technique, honnêtement. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a des marches, c'est aménagé pour faciliter les choses. Mais il y a quelque chose à savoir, c'est qu'entre le Pico Ribo et le Pico Arreiro, qui est la partie la plus belle, tu vas pas vite. Tu vas pas vite parce que il y a des escaliers aménagés dans des parties très raides. Si c'est humide et glissant comme c'était le cas pour nous, tu fais quand même un minimum attention. Bref, c'est pas une section où tu vas aller très très vite. Je m'étais dit, quand tu arrives à Pico Ribo, tu arrives au 75e kilomètre. Et tu as fait en tout 6000 de D+. Donc il te reste 40 bornes et 1100 de D+. Je me suis dit, quand tu arrives à Pico Ribo, si tu gères bien, tu vas en 7 heures, c'est par rapport à mes repères, mon niveau, tu vas plier en 7 heures ces 40 derniers kilomètres. Eh bien, pas du tout, parce que cette partie justement technique, Pico Ribo, Pico Arreiro, je me souvenais pas à quel point tu pouvais ou tu risquais de ne pas avancer vite. Et on arrive à la troisième et dernière partie pour moi, c'est Cao da Lagoa jusqu'à Machico. Et là, écoutez, je réfléchis, mais franchement, ça déroule. Il y a plus de grandes montées. C'est une série de bosses. Il y a des sections avec 90 de D+, une autre avec 115 de D+. Bon, bref, voilà, ça avance. Et tu as la chance d'arriver sur Machico, où le terrain est beaucoup plus sec. Et donc, si tu as mauvais temps, tu verras, Machico, c'était sec. Tout était trempé. On arrive à Machico, 10 bornes en Machico, c'était sec. Apparemment, ils ne connaissent pas la pluie là-bas. En résumé, l'objectif, c'est le 75e kilomètre, puisque le 40 dernier, c'est de la gestion. Et ne sous-estime pas la partie aérienne entre Pico Ribo et le Pico Arreiro, qui peut être un peu piégeuse. Les barrières horaires. Je suis parti sans montre, alors j'en sais strictement rien. J'ai pas été gêné par les barrières horaires. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a 697 coureurs qui terminent sur 1045 partants. Grosso modo, ça fait 700 pour 1000. Ça fait 70% de finishers, un tout petit peu moins. Bref, il me semble que c'est une course qui est pas sévère pour ce qui est des barrières horaires. Quand a lieu le mi-août? Il n'a pas lieu mi-août, mais fin avril, à une période de l'année où les conditions, en théorie, sont des conditions agréables. Et en effet, sur cette île, l'île du printemps éternel, les températures sont clémentes. Sauf, évidemment, si tu montes en altitude dans les picos, et la course passe dans les picos, où vous avez un climat de montagne. J'aimerais apporter une précision sur le climat de Madère. Attends-toi à tout. Madère, c'est pas une île des Baléares. C'est-à-dire que le climat y est plus capricieux et plus variable. Tu as une partie ouest qui est soumise à n'importe quelle dépression qui vient de l'Atlantique, et c'est là où tu as une forêt humide, subtropicale, et donc tout est possible de ce côté-là. Et cette partie ouest va protéger la partie sud-est, Machico, Funchal,
qui est une partie plus aride. D'ailleurs, Madère se termine à l'est, se termine par une sorte d'avancée, de presqu'île qui est vraiment aride, dans un style un peu subsaharien. Donc, sur cette petite île, avoir autant de variétés de paysages et de climats, c'est assez remarquable. Et puis, tu as ce cœur d'île qui est montagneux. Donc, évidemment, c'est la montagne, comme je l'ai dit précédemment, attends-toi à tout. Sachant que même par beau temps, tu peux avoir des nuages sur cette montagne, sur ce massif, parce qu'il y a un effet de fun. C'est-à-dire qu'il y a une différence de température entre la partie ouest exposée à l'Atlantique et la partie est qui regarde vers l'Europe. Et donc, il n'est pas rare, voire il est extrêmement fréquent, usuel, d'avoir des nuages sur les sommets. D'ailleurs, c'est tout le génie de ce système hydraulique de Madère, avec ses levadas. Les levadas, le but des levadas, ces canaux, c'était d'amener l'eau des sommets et l'eau de la partie ouest de l'île vers la partie sud-est. Ces systèmes de levada, le but c'est ça, c'est récupérer cette eau qui se trouve en abondance à certains endroits de l'île pour l'amener à un autre endroit de l'île où elle est plus rare. Un petit mot de géologie. Oui, parce que l'archipel de Madère, oui, parce que c'est un archipel, il y a Madère qui est l'île principale, et puis il y a une autre île de taille, ça doit représenter un quart de Madère, qui s'appelle Porto Santo, et après il y a plein d'îlots. Tout ça, ça forme un archipel. Et bien cet archipel, il est le résultat d'un hotspot, d'un point chaud, c'est-à-dire une remontée de lave sous la croûte terrestre qui a percé. Et il s'est créé entre 19 millions et 5 millions d'années. Les dernières éruptions, 6 000, 7 000 ans. Et depuis, c'est extrêmement calme. Tu peux voir tout au long de la course, et notamment entre les deux pics, le Pico Ruivo et le Pico Arriero, bien des dépôts de cendres. Tu peux voir aussi des lames de lave. Voilà, ça fait partie du voyage. Y a-t-il des pièges? La réponse est non. Non, le rondin de bois qui glisse, c'est pas un piège. Je veux dire, ça fait partie du jeu. Le terrain boueux qui est instable, c'est pas un piège, ça fait partie du jeu. Le précipice dans lequel tu pourrais tomber si tu t'endors, ça fait partie de la vie. Non, ça c'est pas... Non. Par contre, il y a un truc qu'il faut savoir. Leur marche en rondin. Le rondin, il le cale soit avec 2 autres morceaux de bois, soit il le cale avec des barres métalliques. Et parfois, le rondin, il part. Voilà, il part. Au revoir le rondin. Par contre, la tige métallique, elle reste. Elle est de la couleur de la terre, elle est sournoise, elle est extrêmement traître et elle te veut du mal. Voilà. Alors quand tu te la prends dans le pied, si tu tombes pas, tu pourrais tomber, hein, mais si tu tombes pas, t'as quand même mal. T'as très mal, ça fait super mal. Je me suis fait, dans la descente pour aller à Corral das Freiras, je me suis pris une tige. Je crois que j'ai eu un mal de pied. J'ai dit, je sais pas combien, une centaine de fois le mot putain. Je crois que je n'ai jamais dit autant de fois putain de ma vie, tellement j'avais mal. Voilà. Et ça m'a duré jusqu'au ravito, quoi. Donc bref, fais gaffe à la tige en métal. Fais gaffe, c'est vraiment un truc très méchant. Autre petit piège, pour ceux qui ont décidé de faire le mute avec des bâtons, c'est-à-dire quasiment tout le monde, et vous avez raison, car bâtonner n'est pas tricher. Oui, ça c'est de moi ça. Sur les calades, alors les calades, c'est lorsque vous faites une chaussée avec des petites pierres, les unes contre les autres, on appelle ça une calade. Bon. Et d'ailleurs, ils peuvent faire des marches aussi en calade. Alors, le petit problème, c'est que les pointes de vos bâtons se quillent entre deux petites pierres de la calade et ils restent plantés ou vous pouvez exercer une pression dessus. Moi, j'ai eu peur, franchement, à tort peut-être, hein, mais j'ai eu peur de casser non pas la pointe, mais la base du bâton au niveau de la pointe.
Ça m'est arrivé plusieurs fois de mettre un mouvement comme pour le plier, mais la pointe a sauté, heureusement. Ce sont des léquilles, ce que j'ai pris. J'ai pris des léquilles, parce que pour l'avion, je fais un truc sur les bâtons, l'avion, l'entretien des bâtons, tout ça. Mais pour l'avion, j'ai pris mes léquilles 3 brins, parce que c'est facile à mettre dans une valise qui part en dessous après, tu vois. Et les léquilles 3 brins, c'est du carbone, et le carbone, c'est... Voilà, comme je dis dans la vidéo, c'est aussi fragile qu'un vieux genou de trailer. Bref, ça c'est un petit piège quand même. La solution, c'est une suggestion de ma part, je ne l'ai pas testé. La solution, c'est peut-être de mettre un embout en caoutchouc sur la pointe du bâton. Comme ça, elle ne va pas se quiller, elle ne va pas se planter. Et il y a une prise plus grande avec le caoutchouc. Et peut-être que ça permet d'éviter ce piège du bâton qui pourrait amener à la casse. Les ravitaux. Eh ouais, les ravitaux. Alors, les ravitaux, ils sont tous identiques. Oui, parfois, tu as du chaud que tu n'as pas dans certains ravitaux, je dirais secondaires. Et le chaud, c'est quoi? C'est soupe, riz, pâtes bolognaise. Ouais, parce que là-bas, ils ont un concept riz bolognaise. Je sais, c'est un peu avant-gardiste, mais ça fonctionne assez bien. J'en ai pris 2 fois pour tout dire. Voilà, et c'est bien fait, d'ailleurs c'est bien fait, c'est bien cuit, c'est vraiment, la sauce elle est bonne, bravo, c'est pas toujours le cas, il faut le signaler. Donc je vous disais, les ravitaux ils sont identiques, et on retrouve la même chose. Il y a quoi? Ben, évidemment les classiques, orange, tuc, banane, chocolat. Je crois qu'il y avait de la charcuterie, mais j'en suis pas sûr, en tout cas, s'il y en avait, j'ai loupé. Il y a des trucs un peu plus bizarres, comme par exemple de la tomate. J'ai pas envie de manger de la tomate quand je fais ce genre d'effort, je te dis clairement, j'ai pas envie. Mais il y a de la tomate. Il y a rien, par contre, il y a rien de gourmand. Ils auraient pu mettre des... Comment ils appellent ces gâteaux, là, portugais, avec de la crème, nata, pastel des nata, un truc comme ça, je crois. Pastel... Ils auraient pu mettre un truc comme ça, tu vois. Au moins une fois, à la base de vie. Non, il n'y en avait pas, tu vois. T'es déçu. Pastel di nata. Pastel di nata. Non mais franchement, mais mettez-nous des petits pastels de nata, des petites gourmandises. Un pastel de nata, c'est quoi un pastel de nata? C'est de la protéine, c'est du calcium, c'est du magnésium, c'est du potassium. Tu manges un pastel de nata, ça te fait, c'est comme si tu buvais 4 litres de ceinture, c'est pareil. C'est pareil, c'est un peu comme si tu faisais un shoot de PO, un pastel de nata, mais c'est du naturel, c'est pas de l'artificiel, c'est pas de la triche, c'est un truc, je vous demande pas d'en mettre 100, je vous demande pas d'en mettre 1000, je vous demande pas d'en mettre 1 million, mais 1 milliard de pastel de nata en libre distribution. Comme ça, le Mute, ça serait le seul ultra au monde où le trailer est fini plus lourd que lorsqu'il a débuté. Mais ça serait magnifique. Par contre, il y avait de la pâte de coin. Enfin, je crois que c'était de la pâte de coin. C'était le seul truc un peu gourmand de ces ravitaux. Et j'ai oublié de le mentionner, ils avaient une sorte de pain de mie, je ne sais pas exactement comment on peut le définir, très moelleux. Je crois que je me suis quasiment nourri exclusivement que de pâte de coin et de gâteaux moelleux. Et de riz à la bolognaise, bien sûr. Un truc important pour être sérieux et utile, il était mentionné barre énergétique. Or, effectivement, il y avait des barres énergétiques, mais ils les ont coupées en petits morceaux. Le problème, c'est que moi, j'étais parti avec 4 barres, une compote et quelques trucs aussi dans mon sac d'allègement. Et bien, une fois que j'ai terminé mes 4 barres et la compote, c'est bien gentil, mais je sais pas, mettre un morceau de banane dans une poche ou un morceau de pain d'épices dans une autre poche, il va se faire écraser et à partir en miettes. Donc bref, je comptais sur ces barres. Et en fait, non, elles étaient déballées, elles étaient coupées. J'ai eu une bonne idée, c'est-à-dire que j'ai gardé un papier d'une de mes barres, je l'ai ouvert correctement et chaque fois je mettais quelques morceaux, là, 2-3 morceaux, et je m'en servais comme ça pour pouvoir me substanter entre 2 ravitaux. Bref, pensez à prendre comment on appelle ça là, un doggy bag. Pensez à prendre un doggy bag pour vous charger et avoir des trucs à grignoter. Sinon
sinon, sinon vous allez faire de la bouillie. Ça va être de la bouillie dans la poche. À mon avis, c'est dégueulasse. Hydratation. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à boire? Ben, il y avait de tout. Il y avait de tout. Il y avait de l'eau gazeuse, je dis bien de l'eau gazeuse. Alors je ne sais pas s'il y avait beaucoup de sels minéraux ou pas, si c'était aussi bien ou moins bien que de la ceinture, je ne sais pas. Mais ce n'était pas de l'eau gazéifiée, comme on en trouve de plus en plus sur les courses et qui n'apporte pas grand-chose aux pauvres trailers que nous sommes, puisque c'est de l'eau avec des bulles. C'est pas ce qu'on veut, nous on veut des sels minéraux, c'est pas les bulles qu'on veut. C'est pas les bulles. Ce qu'on veut, ce sont des sels minéraux. Oui, je crois que d'ailleurs, de plus en plus, il va falloir prévoir des petites pastilles là, pour avoir des sels minéraux parce que on peut pas trop compter sur les. Enfin, il se peut que l'on soit de plus en plus confronté à des ravitaux où on n'a pas un apport de sels minéraux par une eau gazeuse. Coca, thé, café, bon, la base, il n'y a rien à dire. Oui, il y a un truc à dire sur les ravitaux. Il y a un truc à dire sur les ravitaux. Il y en a deux où franchement, ils étaient beaucoup trop exigus par rapport au nombre de trailers. Alors, il s'agit de celui de Estanquinos et celui du Pico Ruibo. C'est simple, à celui du Pico Ruibo, j'ai renoncé. C'est pas possible, je vais me battre pour atteindre la table. J'ai renoncé, l'eau était à l'extérieur. J'ai pris l'eau et j'ai pas repris de bouffe. J'ai tracé, il m'en restait. Voilà. Mais ça, c'est un problème. Il y a deux ravitaux qui sont sous-dimensionnés par rapport au nombre de coureurs présents sur l'événement. Les goodies. Oh, il faut en parler des goodies, surtout que j'ai découvert le mot il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus qui me parlait. Ah oui, c'était sur l'EcoTrail. Et on m'a parlé des goodies sur l'événement qu'organise François Daen, qui est une course par équipe. Hélas, pardon, j'ai pas le nom en tête. Mais on me dit, il y a peut-être en goodies, il y en avait pour le prix d'inscription, et ça fait rêver en effet ce qu'on me racontait. Ce qui est rare, parce qu'en général, en goodies, bon voilà quoi. Et bien sûr, le mute, c'est quand même sympa tout ce qui te passe. D'abord, il te passe ce petit sac noir, où il est écrit mute. Dans ce petit sac noir, tu vas trouver ce très beau t-shirt. Et très beau t-shirt mute. Et puis, oui, il est bien. Franchement, il est bien. Voilà, il est compressif. Il est compressif. Quand j'ai pris, il dit, oh là, il est trop petit pour moi. Et Philippe, il faut voir la vidéo pour savoir qui est Philippe. Philippe, il me fait, mais il n'est pas petit pour toi. C'est un t-shirt de compression. Et effectivement, il m'a compressé un petit temps, et puis là, il ne me compresse plus. Très bien le t-shirt. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit sac? Alors, tout d'abord, commençons par ça. Oui, parce qu'il y avait un truc gourmand, mais voilà, c'est pour l'après-course. Regardez cette petite boîte comme c'est beau. Là, il y a un peu de miel. Là, il y a un moelle au chocolat. Et là, il y a des cookies. Enfin, ça, franchement. Et date de péremption, 28/03/2025. Un an. J'ai un an pour le consommer. Voilà, je ne suis pas pressé. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ah, alors ça, c'est un des plus beaux lots coureurs que j'ai eu dans ma courte carrière qui n'est pas terminée, de trailer. Regardez comme elle est belle. Ah, cette gourde, elle est magnifique. Gourde mute, voilà. Madeira Islands. Maintenant, vous savez pourquoi il y a île au pluriel, parce que c'est un archipel. Et puis, ces montagnes qui, franchement, ne sont pas du tout représentatif de ce que j'ai vu à Madère. Ça ne ressemble pas du tout, hein, mais bon, si ça leur fait plaisir, je ne vais pas les contrer. Ce bouchon, regardez. Oh là là, comme il se dévisse bien, élégance, tout ça. Alors, là, il m'a dit, elle est très belle, mais elle a une sale odeur. Je confirme ce que j'ai dit à Laï, pas du tout. Je suis désolé, elle n'a pas une sale odeur. Il s'est foutu de moi en disant non mais tu vas pas la sniffer pendant je sais pas. Elle a une sale odeur, tu l'aimes. Non, elle n'a pas une sale odeur. Elle a même pas une petite odeur de rien du tout qui est pas désagréable d'ailleurs. Voilà, elle est parfaite. J'imagine que c'est celle de Laï qui a un défaut, bien entendu. Il doit avoir un défaut dans sa gourde, il y a un rat qui est mort dedans en fait, il s'en est pas aperçu. C'est pour ça qu'elle sent pas bon. Et bien sûr, comme il se doit, si tu termines la course, tu as droit à une médaille en fer. Elle est en fer,
n'est pas en bois. Mute Finisher, elle a une particularité. C'est, outre qu'elle reproduit ces montagnes fantaisistes qui existent dans les Alpes, mais que j'ai pas vu à Madère, hein, sauf erreur de ma part, elle a une particularité, regardez, c'est un hexagone, mais vous avez vu, c'est désaxé, la croche est désaxée, hein, c'est intéressant, hein, c'est intéressant ce que je dis, c'est très intéressant. Pas de gilet comme sur la Trans Grande Canaria. Moi, je suis déçu. Je sais qu'Olivier à Campora serait pas déçu, mais moi, je suis déçu. J'aurais aimé avoir un petit gilet plutôt qu'une médaille. Ou un grand gilet, bien chaud, pour passer l'hiver. Chlorure m'a posé une question sur la vidéo précédente, l'insight de la course. Il me dit, parce qu'il sait que j'ai fait la Trans Grande Canaria l'année précédente. Alors il me dit, laquelle as-tu préféré, la Trans Grande Canaria ou le Mute? Le Mute, franchement, le Mute. Je trouvais que c'était... Je connaissais Madère, alors que Grande Canaria, je ne connaissais pas. Mais le Mute, ouais, Madère, c'est vachement plus beau. C'est vachement plus beau que Grande Canaria. Grande Canaria, le problème de Grande Canaria, c'est que c'est une île qui... toutes ces îles, Madère, les îles Canaries, étaient des étapes sur la route de l'Amérique. Les navires avaient besoin de réparation, de nourriture, etc. Donc, c'était des relais, ces îles. Bref, la forêt de Grande Canaria, elle a été surexploitée. Elle a été surexploitée. Et Grande Canaria, en plus, à l'époque moderne, est devenue une destination balnéaire importante en Espagne. Et ben, si vous faites la Transgrande Canaria, vous verrez le village où vous allez sans doute dormir, c'est Maspalomas. Moi, j'ai cherché le centre historique. Je pense qu'il n'y en a pas. Tout ce que vous voyez, et il y a beaucoup à voir, c'est que de la construction pour les touristes. Bref, voilà. Et puis après, les paysages de Grande Canaria, je les trouve beaucoup moins spectaculaires que ceux de Madère. Donc, sans hésitation, je préfère le Mute. Et puis, cette ambiance de courir le long des Levadas aussi, c'est super sympa. Ouais, non, sans hésitation, le Mute. Sans chlorure, le Mute. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire Trans Grande Canaria, mais si tu dois choisir, et si tu veux mon avis, qui n'engage que moi, le Mute. La prochaine fois, on parlera bâton, pose du bâton, placement du bâton, transport du bâton, entretien du bâton, et n'oublie pas, bâtonner n'est pas tricher.